J'ai le plaisir de présenter cette troisième session et c'est vraiment un plaisir parce que ces 3 femmes et scientifiques que nous allons présenter sont vraiment des, modèles engagés dans les actions et elles font énormément de choses pour changer, le monde tel qu'il est. Vous allez tout d'abord entendre professeur Ravinder Kaur de Delhi en Inde, qui va nous parler de ses actions d'inclusion des genres et de caste dans son institut. Ensuite, Sepinud Azimi Rashti, qui présentera comment elle utilise l'IA pour comprendre les notre comportement et comment est-ce qu'on peut changer peut-être la génération future si on change quelque chose sur l'IA. Et enfin, Anna Zelinska de l'Université de Lorraine, qui est philosophe, qui étudie l'épistémologie et qui va, nous expliquer un petit peu les racines des sciences et comment cela pourra nous aider dans notre quête vers la vérité et cette demande de diversité. Tout d'abord, je vais présenter Ravinder Kaur. C'est tout d'abord une amie, donc je suis vraiment honorée de la voir ici parmi nous. Elle est professeure émérite euh, des sciences sociales de l'Institut de technologie d'Inde et elle travaille depuis 96. Elle est formée en sociologie et en anthropologie sociale. Elle a passé 2 décennies à la recherche sur les différences des genres. Elle était cofondatrice de l'unité des genres de Delhi et elle a été choisie pour diriger une initiative dans le département des sciences et de technologie, le GATI, et elle va nous présenter aujourd'hui les résultats qu'ils ont obtenus dans les études menées à son institut. Nous accueillons donc professeur Ravinder Kaur. Bonjour, merci beaucoup aux organisateurs, à Violetta notamment, pour m'avoir invité à prendre part à cet atelier si intéressant. J'ai déjà beaucoup appris depuis ce matin et j'ai vraiment hâte des sessions à venir et des orateurs. Juste une petite correction, Violetta. Je ne vais pas parler sur les actions que nous avons mis en place dans l'unité euh, sur les genres et notamment l'auto-évaluation des genres à Delhi. Ça, c'est vraiment un autre monde. Aujourd'hui, je vais vous parler. En fait, je me suis basée sur le titre du symposium, La puissance de l'inclusion, et je vais parler de 2 actions affirmatives, les actions sur les genres et sur les castes, pour voir quelles sont les réponses des étudiants et quel type de biais et stéréotypes sont toujours en place et ont un impact sur les actions affirmatives. On peut avoir des inclusions numériques, mais la question que je pose vraiment, c'est est-ce que cette inclusion numérique amène une inclusion substantielle des personnes qui bénéficient, pourrions-nous dire, ou qui voient ces actions affirmative. Ça a été expérimenté, on voit des quotas ou autres. Quand on voit des grands écarts de représentation, alors il y a la responsabilité des universités, de la société et du monde académique de gérer, de combler ces écarts. Ma présentation s'appelle donc La nécessité et les difficultés de l'inclusion et j'espère vous montrer des études ethnographiques que l'on a fait parmi les étudiants chez nous et illustrer quels sont les obstacles qui restent pour réduire les biais et à quel point on a avancé ou pas. J'ai enlevé les graphiques sur l'éducation supérieure en Inde parce qu'il y avait trop de slides, mais il y a eu un progrès pour réduire l'écart des genres
euh, au niveau des étudiants universitaires en Inde. Et quand on regarde l'Institut de sciences et de technologie, on voit que la moitié des étudiants sont en fait des étudiantes et donc on n'a plus cet écart euh, entre les sexes. Par contre, si on regarde l'ingénierie et la technologie, là, on voit un gros écart entre les hommes et les femmes. On est à 28%. Et je vais également parler des sciences de l'information et voir pourquoi il faut vraiment se pencher sur ces institutions en particulier. Juste pour parler un petit peu des IIT, vous ne connaissez pas forcément, même si les IIT se disent qu'ils sont très très bien connus, ils sont importants parce que ce sont eux qui produisent des leaders internationaux et nationaux et les modèles en termes de recherche du monde académique, de l'innovation et du business. Ils représentent également le rêve des classes moyennes. Beaucoup de parents indiens pensent que leurs enfants doivent être médecins et ingénieurs. La fille doit être médecin et le fils ingénieur généralement. Donc on voit déjà un biais ici. Et il y a plus d'1 million d'étudiants, c'est peut-être même 1,5 million dans l'examen le plus récent, pour l'examen d'entrée. Eh bien, il y a eu un taux d'acceptation de moins de 5%, même 1,5% pour l'examen de l'année dernière. Donc, vous voyez que c'est un examen extrêmement, c'est un concours extrêmement compétitif. Et donc, il y a une grosse anxiété dans la classe moyenne, beaucoup de personnes qui essayent d'entrer dans cette classe moyenne et beaucoup de personnes qui veulent rejoindre l'éducation professionnelle parce que c'est ce qui est considéré comme étant plus lucratif que les sciences sociales et les sciences humaines. On voit la même chose dans le monde juridique, dans tout domaine professionnel dans tout domaine éducatif qui est professionnalisé, on voit cet écart avec énormément de concurrence. Vous avez peut-être lu à ce sujet. On a souvent des écoles préparatoires de 2 ans. Les étudiants n'ont pas de vie pendant 2 ans et ça amène énormément d'anxiété et énormément d'esprit de compétition également. Donc, je vais vous parler principalement des actions positives pour les genres, mais il y a une petite intersection ici parce que ces actions positives sont également distribuées dans les différentes castes. Donc, certaines personnes partagent une double identité et je vais parler de cela également. Les IIT, comme on les appelle, ont commencé dans les années 60. La plupart à Delhi ont été lancées en 2016-2017. Et au début, il y avait 0 fille qui sortait de ces écoles. Et donc, quand on est passé à 2016-2017 à IT Delhi, on a vu qu'il y avait 11% de filles. Et donc, ça a pris un petit peu plus d'un demi-siècle pour arriver à un taux de 11%. On s'est dit ensuite qu'il y aurait une évolution normale et que les femmes rejoindraient les rangs une fois que c'était plus connu et que les filles étudieraient les sciences et la technologie davantage. Mais vraisemblablement, ce taux n'a pas augmenté énormément. Et donc le message que l'on reçoit, et ça c'est vraiment pour les grands instituts de technologie, c'est que les femmes en sont exclues. Et donc c'est pour cela que je vais passer au modèle d'action positive sur lequel je vais me concentrer pour la plupart de ma présentation. Ce taux très faible d'inclusion des femmes a rendu nécessaires les actions positives. Et donc, c'est en 2016 qu'un comité de haut niveau a été mis en œuvre, qui a été lancé par des professeurs masculins qui étaient sensibles à cette question. Et à l'époque, avec cette action positive,
On a parlé de, de positions supernuméraires qu'on appelle SSS parfois. Euh, et moi, je vais en parler fréquemment, donc ce modèle de place supernuméraire. Donc, on a commencé à le mettre en œuvre en 2018 et après. L'idée, c'était de s'assurer que au moins 20% des étudiants dans les diplômes de technologie étaient des étudiantes dans chaque institut technologique et que les filles seraient supernuméraires par rapport aux places disponibles. Et donc, ces places supernuméraires étaient réservées aux filles. Et c'est pour cela que l'algorithme considère qu'il n'y a pas d'inéquité par rapport aux garçons. Donc, on augmentait le nombre total de chaque faculté de 20%. Donc, c'est vraiment une manière assez juste, assez conceptuelle de rajouter des places. Ce modèle s'assurait également que les places supplémentaires étaient distribuées dans toutes les catégories désavantagées et les castes désavantagées également. Et les premières étudiantes étaient admises à ces places, quel que soit le rang qu'elles avaient reçu à leur examen. Donc, toutes les filles qui étaient sur la liste des filles étaient admises dans ces places surnuméraires. Ça nous a créé quelques problèmes, j'y reviendrai dans un instant. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément la structure de caste rigide, il y a des actions positives basées sur les castes, en plus de ce que je viens de mentionner. Donc, il y a des quotas fixes dans l'éducation supérieure pour les castes suivantes. Certains, vous connaissez peut-être les ST, les Scheduled Tribes, OBC, qui sont les autres classes désavantagées et les autres sections avec des situations économiques plus faibles, les EWS, et les personnes avec handicap. Et donc, toutes ces castes ont des quotas dans l'éducation supérieure et à peu près 2 tiers des étudiants admis en éducation supérieure viennent de ces castes-là. Et donc, ça améliore la diversité de l'éducation supérieure bien plus que précédemment. Donc, les places réservées aux filles n'ont pas de quota fixe, par contre, contrairement au quota des castes. Donc, c'est une des grandes différences. Et ceux qui ont inventé ce modèle, dans leur esprit, ils voulaient distinguer du quota et ils ne voulaient pas avoir une association avec un quota, des associations stéréotypes que les personnes entraient parce qu'elles n'étaient pas aussi brillantes, mais parce qu'elles appartenaient à une minorité sous quota. Donc, on devait atteindre 20% et c'est pour cela on avait cette différence. Et l'idée, c'était pas d'avoir une proportion euh, fixe tout le temps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après l'introduction de ce modèle SSS? Eh bien, c'est très intéressant parce qu'on voit que cela a permis de doubler le nombre de filles au campus universitaire. Et ça a été très rapide, hein, entre donc 2018, c'est quand cela a commencé, 2021, 2020, on voit déjà qu'on est à 20%. Et pour nous, pour les enseignants, on voit déjà une grande différence dans les classes, sur le campus. On a des classes avec plus de 100 étudiants, ou pas, auparavant, on n'avait pas une seule fille. C'est plus le cas dans les amphis et dans les salles de classe. On voit également d'autres avantages. Les équipes de football féminin ont été développées et c'est quelque chose qui est possible grâce à ces chiffres. On a on a une équipe de cricket féminin également. Et donc, les filles
font du sport sur les campus des universités technologiques. Ce n'est pas du tout le cas auparavant. Avant, les terrains de sport étaient complètement dominés par les hommes. Maintenant, ce n'est plus le cas et on voit des améliorations. Les femmes avec des identités intersectionnelles se rattrapent également et c'est encourageant. On voit beaucoup plus de convergence dans les différents groupes sociaux. Ça signifie que on a encore plus de diversité dans les campus. Avant, les hommes des catégories sociales désavantagées bénéficiaient des actions positives, mais grâce à cela, grâce à ce nouveau modèle, les filles bénéficient également de ces actions positives et cela améliore la diversité totale sur les campus universitaires. Donc, ce que je fais dans cette présentation, c'est de présenter certaines des conclusions d'une étude ethnographique sur les étudiants qui entrent après la mise en œuvre de ce modèle et je présente également des conclusions sur une recherche quantitative en cours et passée sur la performance des étudiants avant et après l'introduction de ce modèle. Et donc, je vais parler des présentations précédentes également. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que les étudiantes surperformaient, mais n'étaient pas valorisées. Les femmes admises après le modèle SSS étaient admises à des rangs faibles, mais connaissaient des performances au moins aussi bonnes, mais parfois meilleures qu'auparavant, au moment où elles sortaient de l'université. Une étude précédente dont j'étais chargée concernait la sous-performance des étudiants et on voyait en fait que les filles surperformaient les garçons d'1,5 point au moment de leur diplôme. Et donc même si elles performaient mieux, c'est ce qu'on a entendu précédemment, les filles étaient considérées comme moins capables et leur capacité à être des étudiantes STEM était remise en cause. Elles n'étaient pas considérées comme étant talentueuses, avoir suffisamment de brillance dans euh, dans un monde dominé par les hommes, même si elles surperformaient par rapport aux garçons. Et donc leur capacité à faire des études de STEM était remise en cause. On parle également de biais dans la salle de classe et on a posé la question aux étudiants de se catégoriser, de se classifier eux-mêmes pour comprendre qui ils pensaient être les bons étudiants. Et les garçons et les filles ont toujours pensé que c'était les garçons qui étaient les meilleurs, malgré les données objectives qui montraient que les filles avaient de bien meilleures notes que les garçons. Il y avait quelques différences entre les filles et les garçons. Les filles étaient un petit peu moins unilatérales, mais c'était dans toutes les sciences. Pour tous les étudiants en sciences, on voyait que les filles surperformaient les garçons, travaillaient beaucoup plus dur que les garçons. Et c'est un petit peu comme ce qu'on a entendu tout à l'heure. Les filles, on les considère comme travaillant dur, mais pas avoir cette brillance naturelle. Et donc, quelle est la difficulté de l'inclusion? J'aimerais revenir là-dessus. Les filles sont souvent appelées voleuses de place à cause de l'action positive du modèle. Certains garçons pensent que leur place est volée par des filles. Et les personnes de caste désavantagées ont ce syndrome de l'imposteur et pensent qu'ils n'ont pas, ils ne méritent pas d'être ici. Et c'est malgré leur performance, malgré leurs bonnes notes, c'est un petit peu les biais de genre et les biais de caste qu'on continue de voir et d'entendre sur les campus. C'est quelque chose qui est articulé et renforcé dans dans les interactions du quotidien et c'est visible dans les actions positives.
Donc ici, j'ai des citations des étudiants. Une fille d'une caste désavantagée disait que la plupart des garçons pensent que les filles ne peuvent pas faire de travail technique. Les filles sont là parce qu'elles n'ont pas besoin d'aussi bonnes notes pour entrer. Quand je dis que toutes les filles sont dans les places uniquement pour les filles, elles peuvent être aussi les mieux notées. Et parfois, ça peut être des filles qui rentrent parce qu'elles ont de très bonnes notes, mais elles ne rentraient pas euh, dans les meilleurs instituts technologiques. Et donc, ça sape un petit peu leur confiance en elles et ça a un impact psychologique dont on a parlé précédemment. Une autre fille de caste élevée me dit, mais personne ne va venir me voir pour me poser une question, pour lui expliquer quelque chose, parce que même si je suis dans une équipe, parce qu'on travaille souvent dans des projets en équipe, et encore une fois, c'est un exemple qui montre que même si elle est brillante, tout le monde le sait, mais elle est rejetée, elle est isolée, elle n'est elle n'est pas comme les garçons dans ce sens-là. Et donc, c'est vrai que les actions positives vont aider les filles concernant leur solitude sur les campus, mais elles ne se sentent pas acceptées et elles ne sentent pas qu'elles appartiennent véritablement au campus. Et donc, on s'est penché sur l'isolation des filles. Une autre fille a dit, ça a été formidable pour faire en sorte que je me sente à la maison et ça a vraiment amélioré le ratio en termes de filles-garçons. Donc c'est intéressant parce que on voit comment les étudiantes sont ambivalentes ou soutiennent les actions positives et elles sont très intelligentes dans leur manière de comprendre les choses. Un garçon d'une caste désavantagée disent peu de filles essayent d'entrer dans des carrières d'ingénierie et donc le modèle est bon pour encourager cela. On voit que plus de parents encouragent leurs filles à essayer d'entrer dans des instituts technologiques et d'ingénierie. Et une fille d'une caste désavantagée nous dit, j'étudie, j'ai ce quota, j'ai une bien meilleure chance. Donc elles sont bien conscientes du fait que l'action positive leur donne une opportunité d'arriver dans des institutions où elles n'auraient pas pu rentrer autrement. Et donc, ça permet de donner des initiatives, de prendre sa vie en main, d'avoir une carrière universitaire, d'avoir une meilleure vie que ce qu'elles auraient pu avoir précédemment. Les garçons pensent qu'il y a une meilleure vie sociale sur le campus, qu'il y a plus de filles avec qui sortir, donc parfois leurs raisons sont un petit peu biaisées et c'est peut-être pour cela qu'ils ont moins... ils ne veulent pas que les filles soient retirées du campus. L'un des points sur lesquels je vais revenir, c'est qu'il y a beaucoup d'ambivalence vis-à-vis de l'action affirmative. Et je voulais insister sur le fait que plutôt que d'être que je pense pas qu'on puisse dire que les gens sont pour ou contre, c'est plus le problème aujourd'hui. Alors oui, il y aura toujours des personnes, mais ce dont je me suis rendu compte dans les entretiens, c'est qu'il y a un certain niveau de sophistication pour parler du problème, mais qui fait ressortir les ambivalences. Ambivalence de la part des bénéficiaires de l'action affirmative et ambivalence même parmi les personnes qui peuvent penser qu'ils sont perdants bon, par la suite de la mise en œuvre de l'action affirmative. Donc voici ce que nous disent les bénéficiaires par rapport aux non-bénéficiaires. Vous avez une fille qui dit mais en fait, je trouve que c'est pas douloureux parce que la critique est, juste. Oui, j'ai été notée 4000 alors que ce garçon a obtenu
800. Donc ça, c'est, le classement en Inde et quand vous êtes très bien classé, vous êtes dans les journaux et cetera et ça vous cette note que vous avez, ça vous suit partout où vous allez dans votre vie après, que vous alliez chez Google, chez Microsoft, n'importe où et malheureusement, dans le cas de la caste dalit, plutôt que d'exprimer les anxiétés, les difficultés qu'ils vivent du fait qu'ils sont montés grâce à l'action affirmative et les interprètes vous prient de les excuser, mais le système s'est, gelé faute de signal internet. Et je voulais, vous parler des étudiants élites parce qu'ils vous disent que le modèle du système éducatif, tout le monde veut être, dans ces collèges d'élite et cela entraîne, heu, des doutes quant aux capacités des étudiants parce que quand on regarde les étudiants, ils ont tous et toutes été les premiers dans leurs écoles et tous et toutes ont été très bons en maths et ils font tous le cursus physique, chimie, maths, et c'est la voie royale en Inde. La biologie, c'est pour ceux qui sont un peu moins doués. Mais ils ont tout après être, entrés à la fac, ils ont commencé à développer un doute quant à leurs capacités personnelles. On a de plus en plus de, menaces stéréotypiques qui est vécue par les femmes. Et il y a une résistance, mais la résistance contre l'action affirmative est en train de diminuer, au cours du temps. Au début, il y avait beaucoup de résistance, mais avec le temps, il y a des gens qui commencent à reconnaître que finalement, oui, c'était nécessaire, qu'il y avait un énorme fossé entre garçons et filles et que les choses ne peuvent pas se produire toutes seules et que vraisemblablement, l'action affirmative était quelque chose de nécessaire. Alors maintenant, comment on déconstruit, heu, l'hégémonie de l'idéologie du mérite? Vous savez que la plupart d'entre nous vous savez, il y a beaucoup d'études en sociologie, je n'ai pas mis les noms des auteurs ici, mais il y a beaucoup d'études qui débattent du problème du mérite, notamment dans l'éducation scientifique. Nous savons que le mérite est une construction culturelle et notamment lorsqu'on l'on regarde comment elle est associée avec le classement à un examen et on voit que c'est quelque chose qui est complètement construit et Despendé dit que le mérite est une capacité universitaire exceptionnelle qui s'identifie et qui est certifiée par des examens, de très haut niveau. Le sociologiste français Bourdieu a écrit là-dessus il y a longtemps lorsqu'il parlait des examens et comment ces examens séparaient d'un seul coup les gens qui réussissaient et les gens qui ne réussissaient pas. Et tout cela a évidemment des implications pour le reste d'une vie. Maintenant, ce qui est étonnant dans les IIT, c'est que la compréhension du mérite, cette idée du mérite définit le monde d'une personne, son monde universitaire, etc. Et c'est internalisé par tous les étudiants. Et les notes sont vues comme un signifiant de l'intelligence brute et comme étant quelque chose qui apporte une estime sociale. Donc, on sait que les examens séparent les gens entre les méritants et les non méritants, d'une certaine manière. Et je ne suis pas en train de dire que ce soit binaire, car vous avez, on regarde au sein d'un classement, on regarde dans quelle université vous êtes rentré, dans quel labo vous êtes rentré, et cetera, et cetera. Donc oui, les gens prennent des décisions très stratégiques quant à l'université qu'ils vont rejoindre, et
et même quand ils ont d'excellentes notes, même les gens qui sont tout en haut du classement vont prendre des décisions stratégiques. Et le système est tellement compétitif et quand vous rassemblez mérite et compétition de cette manière, alors la difficulté de l'inclusion est encore plus exacerbée. On me dit, hein, quand, il faut que j'arrive à ma conclusion. J'en arrive à la fin. Donc, les professeurs, les étudiants, ne reconnaissent pas le capital culturel caché accumulé par les hommes et les classes supérieures qui leur donne ce que Bourdieu appelle un avantage de départ. Donc, qu'est-ce qu'on j'entends par capital culturel? Quand on regarde notre analyse des résultats des étudiants, on a constaté que les étudiants qui, de manière uniforme, ont des performances moins bonnes, on voit que leur histoire personnelle, par exemple, si leurs parents étaient agriculteurs, s'ils ne parlaient pas hindi, à la maison, tout cela est corrélé au type d'université dans laquelle ils rentrent ensuite. Mais je pense que ce capital culturel n'est pas reconnu ou est mal reconnu et les gens n'ont pas de cadre qui leur permette de comprendre pourquoi l'action affirmative doit exister. Ce qui manque également, c'est un cadre féministe qui permette de comprendre la nécessité de l'action affirmative. Et ceci est particulièrement vrai dans les instituts techniques où il y a peu d'enseignements en philosophie, en sciences sociales, qui permettent aux étudiants de conceptualiser et de comprendre comment localiser la nécessité de l'inclusion. Donc, dernière diapo, c'est promis, Violetta, je suis désolée. Donc, parler des biais sociaux dont on a parlé tout à l'heure, c'est une question absolument essentielle. Ça, c'est mon premier point. Deuxièmement, c'est une question politique. Je pense qu'on l'a déjà dit tout à l'heure. C'est également une question de stratégie. Il faut réfléchir à comment on va faire les choses pour qu'il n'y ait pas un retour de manivelle. Il faut que l'on comprenne d'où viennent les autres personnes. Et c'est quelque chose que nous, qui sommes tellement impliqués par rapport à la cause, oublions de comprendre. Et nous savons que les interactions qui émergent sont toujours reproduites et il y a pour autant une possibilité de les interrompre. Et Vagela, qui a écrit là-dessus, disait qu'il était possible de développer ces stratégies. Donc, je voulais simplement vous rappeler mon projet mené à Delhi et remercier tous les collègues qui sont évidemment partie prenante de tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Voilà rapidement comment nous nous sommes structurés pour nos travaux. Vous savez que nous avons regardé le cycle de vie des scientifiques femmes et on a beaucoup d'études là-dessus. Donc, je vous invite à regarder ce que nous faisons sur notre site web. Et je suis désolée d'avoir duré un petit peu plus longtemps que prévu, mais je vous remercie pour votre attention. Thank you.